je vais vous dire quelque chose qui va peut-être rassurer certains d'entre vous, en tous les cas les étonner. L'Union européenne n'existe pas. Et j'ajouterai, alors je ne parle pas de l'Europe charnelle, colorée, culturelle telle que nous la connaissons et telle que nous l'aimons. Et je crois que c'est l'amour de cette Europe qui nous motive tous. Qu'il y ait un cancer au sein de cette Europe charnelle, c'est ça notre problème. Mais ce cancer, il faut voir ce qu'il est. Sur aucun sujet, aujourd'hui, c'était peut-être pas vrai il y a 15 ans ou il y a 20 ans, sur aucun sujet, les décisions appliquées servilement par les gouvernements nationaux, dits nationaux, et qui sont en apparence l'exécution de décisions venues de Bruxelles, sur aucun sujet, le point de départ de la chaîne de décision n'est à Bruxelles aujourd'hui. On l'a vu avec l'épidémie, la pandémie, c'est l'OMS. Et quand ce n'est pas l'OMS, ce sont des gens qui sont aux États-Unis qui ont piloté la chose. Vous regardez le commerce essentiel dans l'activité de l'Union européenne, c'est l'OMC qui a dicté les règles, et les règlements européens sont l'application beaucoup plus servile que dans le reste du monde des décisions de l'OMC, y compris quand il s'agit de détruire la substance économique, industrielle et agricole de notre continent. Vous prenez la monnaie, c'est le FMI. Madame Lagarde, vous n'imaginez pas qu'elle ait une idée à elle. Hein, ça se saurait. Bon. Et puis vous prenez, peut-être le plus grave de tout, la politique internationale, et notamment cette absurde hostilité très dangereuse vis-à-vis de la Russie, mais également la politique au Proche-Orient. Vous prenez tout ça, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN. Il n'y a pas une seule idée aujourd'hui en matière de politique internationale qui ne vienne pas de l'OTAN. Et quand on dit de l'OTAN, ça vient des États-Unis, et peut-être pas tous les États-Unis, qui aux États-Unis, je ne spéculerai pas sur l'État profond, l'État moins profond, etc. En tous les cas, ce ne sont pas des décisions, ce ne sont pas des postures qui viennent de chez nous. Donc en réalité, l'Union européenne n'est plus aujourd'hui que le bras armé exécutif, le préfet ou le sous-préfet, d'une action, d'une entreprise mondialiste. C'est la mondialisation. Des gens qui ne veulent pas un État européen, qui veulent un État mondial. Et ça a été dit par Jean Monnet. Jean Monnet, qui le dit dans ses mémoires, il dit que l'Union européenne, il appelait à l'époque la Communauté européenne, n'est qu'un terrain d'expérience pour un futur État mondial. Ça, il faut le savoir. Et l'État mondial, il se prépare. Oui, vous pouvez siffler, Jean Monnet, j'interromps mon discours. Hein. C'est vraiment le jour où vous me direz pour qui travailler. Et puis, vous avez aujourd'hui cette mécanique effrayante qui a une capitale, c'est Davos, il y en a d'autres. J'ai vu comme beaucoup le rapport du docteur Schwab, dont le père avait quitté la Suisse en 1933 pour aller travailler en Allemagne, il faut le savoir. Ce rapport, vous y trouvez in extenso le plan de relance européen, c'est-à-dire priorité au numérique, priorité à la lutte contre le réchauffement climatique, ou soi-disant tel, et tout le reste, il faut s'en débarrasser. C'est-à-dire tout le reste, c'est-à-dire des générations et des générations de construction d'une industrie européenne et d'une puissance européenne. Et qu'il appelle l'énergie brune, ou plutôt l'industrie brune, un mot qui n'est pas innocent, ça veut dire l'industrie polluante, et généralement beaucoup moins polluante qu'il y a 10 ans ou 20 ans, parce qu'on n'a pas attendu le Covid pour faire des efforts d'économie d'énergie. Donc nous avons
l'Union européenne, on disait autrefois la section française de l'Internationale ouvrière. Là, vous avez la section ouest-européenne de l'Internationale mondialiste. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder. Voilà. Il suffit de regarder les gens qui vont et viennent, qui vont à l'ONU, qui vont aux missions européennes, qui vont ensuite à l'OMC, etc. Quelqu'un qui a la carrière de quelqu'un comme Pascal Lamy est assez caractéristique. Le deuxième point, c'est qu'on a longtemps dit que c'était un espace de liberté. Jean-Jacques Rousseau a une formule très intéressante. Il dit que plus l'État s'agrandit, plus l'espace politique s'agrandit, et plus la démocratie diminue. Il avait le pôle démocratique, c'était le canton de Genève, dont il était citoyen, et le pôle despotique, c'était l'Empire russe. La royauté française entre les deux. Et c'est vrai. C'est-à-dire que dès lors que l'espace politique, ce n'est plus la France, ce ne sont plus les États nationaux, que c'est l'Europe, et par derrière l'Europe, c'est la perspective que l'on veut accélérer d'un État mondial ou d'une gouvernance mondiale, la liberté diminue progressivement. Alors quand vous entendez dire à des gens il est libéral et européen, il est libéral et européen, ça veut dire qu'il n'est pas replié sur son petit canton franchouillard, donc il est européen, puis il est peut-être plus que ça. C'est absurde. Je veux dire, plus vous êtes européiste, en disant pas européen, plus vous êtes européiste, moins vous êtes libéral, plus vous êtes pour la suppression des libertés, et la Commission européenne en a tenu compte, puisqu'elle a instauré son propre système très récemment de lutte contre les fake news, pardon pour ce mot anglais. Donc en réalité, nous allons vers un despotisme qui ne va cesser de s'agrandir, mais il est dû principalement à l'élargissement de l'espace politique. Ça, c'est très important de voir ce qu'on a en face. Et puis, un dernier point, puisque c'est que derrière, il y a le phénomène idéologique. La construction européenne, c'est une idéologie comme l'était le communisme, et le mondialisme, c'est une idéologie. C'est pas la même chose, contrairement à ce que certains disent, mais c'est la même mécanique intellectuelle, c'est-à-dire vous construisez toute une politique sur 2 ou 3 idées simples. Autrefois, c'était suppression de la propriété des classes sociales et tout ira bien. Aujourd'hui, c'est suppression des frontières, c'est suppression des États et c'est libre-échange universel, et si possible un gouvernement mondial, et tout ira bien. Tout ira bien, ça veut dire une perspective messianique d'amélioration du sort de l'humanité et une occasion unique d'élever l'humanité au-dessus d'elle-même. C'est la raison pour laquelle ils sont tellement intolérants, c'est pas seulement parce que leurs idées sont simplistes et qu'ils savent qu'elles ne sont pas très faciles à faire partager si vous n'utilisez pas, notamment auprès des gens du peuple, qui, comme disait Montesquieu, ne sont pas assez instruits pour raisonner de travers, mais c'est aussi parce que il faut la force pour imposer des idées absurdes et des idées simples. Ramener le monde à 2 ou 3 idées trop simples, c'est absurde. Et ce sentiment d'absurdité, d'absurdistan, il était éprouvé autrefois par les gens qui vivaient dans certains régimes totalitaires, il est aujourd'hui éprouvé par nos concitoyens, y compris en particulier par les Gilets jaunes, que je voudrais saluer parce qu'ils ont joué un rôle tout à fait important. Et dès lors que... un dernier point, c'est que ces idées folles, elles sont messianiques, elles veulent faire... D'où l'intolérance absolue, d'où le fait qu'ils méprisent la démocratie, ils méprisent le peuple qui n'a pas conscience de l'occasion extraordinaire qui lui est donnée pour faire avancer l'histoire, et donc il va résister avec des sentiments mesquins, de protectionnisme, de chauvinisme, etc. Donc la démocratie doit passer, on doit passer sur la démocratie, comme disait Juncker, les traités européens ne sauraient, une élection démocratique ne saurait prévaloir sur les traités européens. Alors voilà, c'est ce mécanisme idéologique, il est à l'œuvre partout. Et il part aussi d'idées fausses sur le passé. L'histoire d'Europe, c'est jamais qu'une histoire de guerre permanente due au nationalisme. C'est pas vrai. Les grandes guerres ne sont pas dues au nationalisme, elles sont dues à des visions idéologiques universelles et mensongères. Et d'autre part, nous avons donc tout un débat sur l'histoire, chaque fois qu'il est question d'idéologie.
Et puis, entre cette superstructure politique de plus en plus oppressive et une mécanique idéologique, eh bien, nous avons un adversaire de taille, si j'ose dire. Et je n'aurai qu'un mot pour terminer, puisqu'on m'attend. Malgré cela, malgré tout ça, eh bien, continuons le combat. Et la partie n'est pas perdue, j'en suis convaincu, parce que c'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est l'homme et la femme. Voilà.